des Packers de Green Bay, bien sûr, dirigés par Matt Lafleur. Et puis, on a perdu quelques morceaux du côté des Packers. Il faut dire que les Packers, depuis 2 ans, Marc-André, sont la formation la plus jeune de la NFL. Mais on a quand même perdu quelques vétérans au cours de la saison morte. Ouais, je pense que la perte la plus notable ou la plus grande perte, la plus importante du côté des Packers, c'est celle de Jaire Alexander. Mais veut pas, c'était le visage de la défense de l'équipe, selon moi, au cours des dernières années. Les autres, c'est pas si pire, là. A.J. Dillon n'a jamais vraiment euh, livré la marchandise ou n'a jamais vraiment répondu aux attentes qu'on s'était fondées envers lui. Et dans les acquisitions, je pense que l'acquisition la plus importante, c'est celle du receveur Matthew Golden via le repêchage de cette année. Oui, et puis également le garde Aaron Banks, qu'on a acquis via le marché des joueurs autonomes, ancien des 49ers de San Francisco. On tentait d'améliorer l'intérieur de notre ligne à l'attaque. Jerry Alexander, ben, tu le sais, hein, il était constamment blessé lors des Mhm. dernières années. Écoute, je crois qu'il a raté près de la moitié des matchs. Oui, il est très talentueux en tant que demi-coin. C'est un des meilleurs demi-coins de la NFL, possiblement. Mais écoute, lorsque tu rates des matchs continuellement, ben, c'est ça, là, l'équipe ne peut pas se fier à toi. Alors, on va avoir l'occasion de parler justement du trou qu'il laisse tout de même au niveau de la tertiaire des Packers de Green Bay un peu plus tard lorsqu'on va parler de l'unité défensive. Mais écoute, j'ai invité les gens via nos réseaux sociaux à nous envoyer des questions concernant la section nord de l'Association nationale. Et encore une fois, ben, les gens ont répondu à l'appel en nous envoyant plusieurs questions. Exactement, et on commençait par l'attaque et qui dit attaque des Packers, ben dit Jordan Love et on a une question de Véro Mhm. Boutin via Instagram qui nous demande Jordan Love pourra-t-il éviter des interceptions de crampes au cerveau comme le décrit souvent Didier? Vous croyez qu'il a atteint la limite de son talent ou j'en ajoute ou vous pensez qu'il peut passer à un niveau supérieur? C'est un peu ce qu'elle nous demande Didier. Alors Jordan Love, est-ce qu'il a atteint la limite? Est-ce qu'il a atteint son plein potentiel? Écoute, ça, c'est une question que je me pose souvent lorsque je regarde jouer à Jordan Love. Il y a deux choses, toutefois, qu'il faut garder en mémoire. Bon, l'année dernière, il a été ennuyé par des blessures tout au long de la saison. Souviens-toi, les Packers avaient commencé la saison régulière contre ton équipe, les Eagles de Philadelphie. Puis, oui, il avait joué tout le match, mais il s'était blessé en fin de Au rencontre à Brésil, un genou. Ouais, au Brésil, ben oui. Puis là, il a traîné d'autres blessures tout au long de la saison. Là, au camp d'entraînement, il s'est blessé au pouce de la main gauche. Heureusement, c'est un carrière droitier. Mais une chose qu'il faut se rappeler dans le cas de Jordan Love, je ne veux pas être trop sévère envers lui, mais c'est juste sa deuxième année à titre de carrière partant l'année dernière. Tu vas me dire que ça fait un bout de temps là, qu'il est dans la NFL, qu'il était le réserviste d'Aaron Rodgers pendant quoi, 2, 3 saisons. Mais quand même, tu sais, lorsque tu joues après ta première année comme carrière partant, les défenses adverses vont s'ajuster à toi. Mais moi, j'ai besoin de voir, là, cette année, ça va être la troisième année de Jordan Love en tant que carrière partant. Là, il n'y a plus d'excuses. OK? Premièrement, il doit rester en santé, doit éviter les blessures, mais j'ai besoin de voir des performances constantes de la part de Jordan Love. Parce que d'une semaine à l'autre, on ne sait pas à quoi s'attendre de sa part. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, mais pas juste ça, même à l'intérieur des matchs. Des fois, il va en arracher en première demi, puis là, en deuxième demi, écoute, il est pratiquement parfait. D'autres fois, c'est l'inverse. Donc, la constance, c'est ça que j'ai besoin de voir de la part de Jason Mass, de Jordan Love, parce que Jason Mass, voici mon lien avec Jason Mass, parce que Jason Mass, il y a une chose qu'il nous répète régulièrement lorsqu'on lui demande d'évaluer ses carrières. La chose première qu'il veut voir de la part de ses carrières, c'est comme ça que ce soit dans la Ligue canadienne de football ou dans la NFL, c'est la constance. Les entraîneurs ont besoin de savoir quel genre de performance qu'un joueur va leur donner semaine après semaine. C'est comme ça dans toutes les positions. Mais dans le cas de Jordan Love, il y a un grand manque de constance au niveau de ses performances. Le talent physique est là. Tu sais, il a un bon bras, il est rapide, il a un bon cabaret, il est mobile et tout. Mais de semaine à semaine, j'ai aucune idée de la performance qu'il va offrir. Alors moi, c'est ce que je veux voir cette année. Là, il n'y a plus d'excuses, étant donné que ça va être sa troisième saison à titre de carrière partant. je suis entièrement d'accord avec toi, Didier, mais faut pas oublier non plus que ses receveurs ne l'ont pas aidé l'année dernière. Jordan Love a complété 63 de ses passes, c'est pas beaucoup, mais les receveurs des Packers ont échappé 33 ballons. 33 ballons. Et personnellement, je me souviens de quelques matchs où un gars comme Dante Wicks là, avait de la misère à capter des ballons. Je veux dire, oui, Jordan Love a besoin de plus de constance, mais je pense que l'attaque en général a besoin de plus de constance. Et sais-tu quoi, Didier, j'ai une stats d'enfer pour toi.
Ah, je t'écoute, j'aime ça. Brett Favre a remporté son premier Super Bowl. Il avait 27 ans avec les Packers. Aaron Rodgers a remporté le Super Bowl avec les Packers. Il avait quel âge? 27 ans, 27 ans. j'imagine? Et Jordan Love, cette année, il aura quel âge lors de la saison 2025? Ouais, certain que ça va être 27 ans? Voilà, voilà. Bon, ben, OK, on va à Vegas. Appelle Vegas, on va parier sur les Packers. On met l'hypothèque sur les Packers, c'est ça que tu es en train de me dire. Est-ce que je suis un bon prophète ou un prophète de malheur? Mais voilà, je dis tout, je dis rien, mais je laisse ça en vous, mais ouais. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que Jordan Love peut offrir vraiment, Didier. Puis, si on regarde maintenant la position de porteur de ballon, l'année dernière, Josh Jacobs en était à sa première saison avec les Packers. Une grosse saison de la part de Josh Jacobs, 1329 verges, 15 touchés en 2024. Mais l'affaire avec Josh Jacobs, c'est qu'on va avoir besoin de lui à nouveau cette année là, parce qu'on n'a pas vraiment de compétition. En fait, Marshawn Lloyd était notre plan là, pour avoir de la compétition comme porteur de ballon numéro 2 également, mais encore une fois, il se retrouve sur la touche. De la misère à être sur le terrain, n'est pas épargné par les blessures là, au cours des premières années de sa carrière. Donc, j'ai bien hâte de voir. Et Josh Jacobs, Didier, moi, je voulais juste revenir sur sa déclaration qu'il a dit après la saison comme quoi que les Packers n'avaient pas de receveur numéro 1. Et on a besoin d'un receveur Mmh. numéro 1 du côté des Packers. Et on dirait que la direction des Packers l'a écouté en faisant l'acquisition de Matthew Golden. Et on a une question d'ailleurs à cet effet au niveau du groupe de receveurs des Packers, Didier, de Thomas Frigon, via Instagram, qui nous demande qui sera le meilleur receveur des Packers selon vous? Ce joueur est-il un vrai receveur numéro 1 dans la NFL? On a repêché Matthew Golden pour être un receveur numéro 1, en tout cas comme choix de première ronde. On le fait jamais du côté des Packers. Est-ce que Matthew Golden est la solution au poste de receveur chez les Packers? Golden est devenu le premier receveur repêché en première ronde par les Packers depuis 2002. OK? C'était Javon Walker, le dernier receveur que les Packers avaient repêché en première ronde. Mais une chose de Matt LaFleur, c'est qu'il veut courir avec le ballon. OK? Depuis qu'il est entraîneur-chef des Packers de Green Bay, généralement, on a une attaque équilibrée. Même à l'époque, lorsque Aaron Rodgers était là, il veut courir avec le ballon. Mais pour répondre à la question, Golden va être un receveur recru. Est-ce qu'on peut s'attendre de lui d'une production de receveur numéro 1? Personnellement, je ne crois pas. Moi, j'ai bien hâte de voir ça, Matthew Golden. Oui, il a réussi un excellent chrono aux 40 verges lors du camp d'évaluation de la NFL, lors du fameux Combine, mais je ne sais pas. J'ai des réserves face à ça. De croire que Matthew Golden sera réellement un receveur numéro 1. Est-ce qu'il va être le receveur qui va dicter la couverture des équipes adverses? Est-ce qu'il va être le receveur qui va faire en sorte que les coordinateurs défensifs, dès qu'ils vont commencer leur semaine de préparation, ils vont se dire, ouf, là, on a tout un défi. Là. On va affronter Matthew Golden. Il faut planifier ça. On va devoir le doubler. Parce que pour moi, c'est ça la définition d'un receveur numéro 1. Donc, pour moi, c'est un point d'interrogation, Matthew Golden, afin de remplir ce rôle. Je ne doute pas qu'il va devenir un bon receveur, mais des bons receveurs au cours des années, on en a eu du côté des Packers. Mais avoir un vrai receveur numéro 1, lorsque tu en repêches un en première ronde, tu t'attends à ce qu'il devienne ton homme, là, ton receveur numéro 1. Puis je ne suis pas convaincu que Matthew Golden sera en mesure de jouer ce rôle-là dès cette saison. Il est rapide, mais est-ce qu'il a le physique de l'emploi pour être le receveur qu'on dit un X là, dans une formation de la NFL? Il n'a pas le physique de Christian Watson, si tu veux mon avis. Il n'a pas le physique de Romeo Dobbs. Moi aussi, j'ai de la difficulté à voir Matthew Golden comme receveur numéro 1. Mais écoute, je veux dire, les Packers ont un plan. Ils adorent clairement Matthew Golden. Il connaît un très bon camp d'entraînement aussi, Matthew Golden. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que peut-être qu'on va voir plus de ballons du côté de Tucker Craft, l'allié rapproché, qui lui a un physique assez imposant. Puis justement, moi, avec le repêchage de Matthew Golden, moi, ça me dit qu'on veut tenter de passer davantage avec le ballon, justement, de ne pas toujours s'en remettre à Josh Jacobs, qui mine de rien, commence à prendre du millage là, dans la NFL. Mais est-ce qu'on va y réussir? C'est ça la grande question pour moi, pour l'attaque des Packers. Ouais, parce que Christian Watson, premièrement, quand est-ce qu'il va revenir au jeu? Ouais. À moins que je me trompe, là, il devrait rater bon, le début de la saison. Puis là, lui, il commence à accumuler les graves blessures aux jambes. Là. C'est constamment aux jambes. Avant, c'était ses ischio-jambiers, là, une blessure à un genou. Puis on sait, sa carte de visite, c'est la rapidité, la vitesse.
Alors là, est-ce qu'il va même être le même joueur? Est-ce qu'on peut se fier à lui en raison des nombreuses blessures qu'il a subies depuis le début de sa carrière? Je crois que non. Il faut planifier comme s'il ne sera pas là, puis s'il est en mesure de jouer éventuellement cette saison, ça sera juste un boni à la position de receveur de passe de Green Bay. Tout va revenir sur Jordan Love si on termine sur l'attaque parce qu'on a une ligne offensive excellente aussi du côté des Packers. Donc vraiment, là, c'est vraiment le jeu de Jordan Love, je pense, qui va dicter l'allure de la saison des Packers, selon moi, en attaque. Ouais, ben, c'est toujours le cas, hein, la position carrière, c'est pour ça que c'est la position la plus importante, au football, mais j'ai hâte de voir ça, j'ai bien hâte de voir ça, parce que le talent est là, le talent de Jordan Love est Mmh. indéniable, là, mais est-ce qu'il peut être constant comme on en a parlé tout à l'heure? Ça reste à voir parce que depuis le début de sa carrière, ben, justement, il a jamais été constant. Effectivement, effectivement. Si on regarde maintenant la défense, Didier, on en a parlé un peu en ouverture. Jair Alexander, le départ, ça laisse un trou béant dans la tertiaire. On a quand même une bonne défense, là. On a des bons joueurs en défense du côté des Packers, mais si on a un point d'interrogation, c'est justement la position dans la tertiaire, la position de demi de coin. Que le départ de Jair Alexander, écoute, il va falloir qu'il y ait d'autres joueurs là, qui prennent des bouchées doubles ou qui élèvent leur jeu d'un cran. Ouais, Keyshawn Nixon est le demi de coin qui a le plus d'expérience du côté des Packers, mais avant, il jouait à la position de demi de coin intérieur, à la position de nickel. Alors, moi, j'ai hâte de voir qui va jouer à son opposé, parce que, bon, comme tu viens de dire, la perte de Jair Alexander, ça laisse un trou du côté de la défense des Packers de Green Bay. Puis, quand tu regardes le front de la défense des Packers, tu n'as pas un chasseur de quart dominant. Tu sais, il y a quelques années, on a repêché Van Ness, mais bon, ça laisse à désirer ses performances en termes de production. Donc, oui, la défense des Packers, elle est bonne. Écoute, ça a été bénéfique, là, le changement de coordonnateur qu'on a eu avant il y a 2 ans, là, avant le début de la saison 2024. Mais est-ce qu'on a réellement un joueur d'impact dans le front de la défense des Packers? En termes de chasseur de quart, je trouve que ça laisse à désirer. Tu sais, je parlais d'un receveur numéro un qui force ses coordinateurs défensifs à avoir un plan de match pour contrer ce receveur-là. Ben, c'est la même chose. Lorsque tu as un joueur dominant au sein de ton front, ben là, les coordinateurs à l'attaque doivent se préparer en fonction de ce joueur-là qui a le potentiel de bousiller ton plan de match à toutes les semaines. Je trouve qu'on n'a pas ça du côté des Packers, mais la tertiaire, il n'y a aucun doute qu'elle sera surveillée à la position de demi-coin, comme tu l'as dit. Et ce qui est intéressant, ce qui est intriguant, c'est qu'on semble être satisfait de notre front défensif du côté des Packers. On n'a pas adressé la position, la ligne défensive avant le jour 3 du repêchage en 2025, oui, cette année. Donc, on va vraiment y aller, tu en as parlé, avec Van Ness, avec Rashawn Gary, avec Kenny Clark, Devontae Wyatt. Donc, on est vraiment satisfait. On semble dire qu'on a les bons joueurs, on est satisfait de notre ligne, on pense qu'on va aller à la guerre avec ça, Didier. Reste à voir maintenant si les joueurs vont répondre aux attentes et vont livrer la marchandise. Ouais, parce que l'année dernière, les Packers ont été au troisième rang de la NFL au chapitre des revirements provoqués. On en a provoqué 31, Marc-André. Ça, c'est excellent. Mais provoquer autant de revirements, tu peux pas te fier à ça année après année, là. C'est rare que tu as des défenses qui terminent à tous les ans dans le top 5 en termes de revirements provoqués. Bon, je me souviens, il y a une quinzaine d'années, il y avait les Bears de Chicago avec Peanut Tillman, notamment Brian Urlacher. Tu sais, sous Lovie Smith, on mettait beaucoup d'emphase sur provoquer des revirements. Donc là, ça a fonctionné l'année dernière du côté des Packers, mais je ne crois pas que c'est quelque chose sur lequel tu peux te fier à tous les ans. Donc, si on n'est pas en mesure de provoquer autant de revirements que l'année dernière, là, notamment le maraudeur, là, l'ancien des Giants de New York, là, dont le nom m'échappe, là, aide-moi, là, qui a connu toute une saison l'année dernière à sa première campagne dans l'uniforme des Packers Euh, de Green Bay. Xavier, ah, son nom de famille m'échappe, mais en tout McKinney. cas, je vais aller chercher. Oui, Xavier McKinney, c'est ça exactement. Est-ce que tu peux te fier à autant de revirements pour la saison 2025? Est-ce que ça va arriver? Si la réponse est non, si on n'est pas en mesure de provoquer autant de revirements, là, si Xavier McKinney et compagnie ne sont pas en mesure de le faire, bien là, justement, cette tertiaire-là pourrait être exposée du côté de Green Bay. Donc, ça va être quelque chose qu'on va devoir garder Mhm. en tête pour la saison qui s'en vient du côté des Packers. Si on regarde maintenant le total de victoires, le fameux over-under en anglais, qui est à 9,5, donc 9 victoires et demie Ouais. pour les Packers. Didier, qu'est-ce que tu en penses? Plus ou moins?
On a du succès, hein, depuis que Matt LaFleur est l'entraîneur-chef des Packers en saison régulière. On a généralement du succès. Donc, je vais y aller pour 63 plus. 67-33, la fiche de Matt LaFleur en saison régulière. Ouais, écoute, c'est un des meilleurs débuts de carrière dans toute l'histoire de la NFL, là. Son pourcentage de victoires en saison Mmh. régulière pour un début de carrière, c'est un des meilleurs. Je pense que c'est même dans le top 3 ou dans le top 5 assurément, là. C'est vraiment phénoménal. Donc, à cause de ça, je vais dire plus, au moins 10 victoires pour les Packers. Je pourrais voir facilement Green Bay. J'ai pas de difficulté à m'imaginer les Packers terminer avec une fiche de 10 victoires et 7 défaites. Mais comme on vient d'en discuter, il y a certains points d'interrogation du côté des Packers. Soit tu vois ça comment au niveau de l'over-under des Packers? Je pense que si les Packers veulent atteindre disons le plateau des 10 victoires cette saison pour une deuxième année de suite, il va falloir être meilleur contre le reste de la division Nord. L'année passée, une fiche seulement de 1-5, donc une victoire en 6 matchs contre nos rivaux de la division Nord. Donc, il va falloir améliorer cette statistique-là parce que si on pense que les Bears se sont améliorés, que les Lions sont toujours au sommet, que les Vikings vont être aussi bons, ça va être serré. Je trouve que 9,5, c'est beaucoup, mais je vais dire plus, moi aussi. Ouais, tu donnes le bénéfice du doute à Matt Lafleur en saison Exact, régulière. Ouais, exact, ouais. exact, exact. Absolument. Parfait. Ben, écoute, Marc-André, en termes de fantasy football maintenant, ça a l'air de quoi les Packers? C'est notre expert fantasy football. On vient d'en parler en long et en large, Jordan Love. On veut voir de la constance de sa part, mais généralement, il demeure quand même un carrière productif en termes de fantasy football, si je ne me trompe pas. Le quart numéro 5, là, 2 ans en 2023, ça a été plus difficile en 2024. Quart numéro 18, parce qu'il a Hmm. été blessé. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure. Sauf que lors des semaines 4 à 7, lorsqu'il était en parfaite santé, ou en fait, il était moins blessé, je ne sais pas à quel point il était blessé, Moins mais il y a quand magané. même une moyenne de 23 points fantasy lors de ces 4 semaines-là. Donc, est-ce que c'était ça le vrai Jordan Love? Ça reste à voir, mais c'est un choix quand même, populaire en ce moment comme un joueur qui pourrait rebondir, Jordan Love, s'il est en santé. Il vient d'être opéré à un doigt aussi, là, c'est jamais bon signe quand un gars aussi Mhm. vient d'être opéré à un doigt, durant l'entre-saison. On dit qu'il va être prêt pour le match pour la semaine numéro 1, mais ça reste à voir. Bref, Jordan Love en ce moment, c'est un quart que vous pouvez repêcher là, qui est dans une ligue à 12 équipes, il est repêché. Il peut se retrouver sur votre fil de joueur autonome même. C'est d'un quart 12-13. Ouais, c'est un candidat à rebondir. Là, puis j'aime bien la perspective. Vous en avez parlé il y a une couple de semaines. J'aime bien la perspective de Jordan Love parce que je pense justement qu'avec l'acquisition de Matthew Golden, on va tenter du moins de passer davantage là, du côté des Packers. Bon, tout à l'heure, tu as mentionné le nom de Josh Jacobs. Est-ce que là, il va commencer là, à être sur la pente descendante de sa carrière? Là? Lui, qui est très productif depuis que les Raiders ont sélectionné en première ronde. J'adore Josh Jacobs. Pourquoi? Même s'il commence à vieillir, on va dire ça comme ça, parce que en fantasy, on cherche vraiment des joueurs qui ont le champ arrière de leur équipe à eux seuls, disons. Un gars comme Josh Jacobs, un gars comme Jonathan Taylor. Il n'y a pas vraiment de compétition là, en arrière. Il y a des bons joueurs peut-être, mais ils ne sont pas en danger de perdre leur poste. Donc pour moi, Josh Jacobs, comme porteur de ballon numéro 7, c'est un choix de deuxième ronde, milieu de deuxième ronde. Je le trouve très intéressant. L'année dernière, on l'a usé à la corde, le bon Josh Jacobs. Moyenne de 20 points fantasy par match à partir de la semaine numéro 8. Donc oui, Josh Jacobs, pour moi, est un choix vraiment intéressant en deuxième ronde. Ouais, je me souviens qu'il y avait un match où Malik Willis était carrière partant lorsque justement Jordan Love était blessé. Puis comme tu l'as dit, on avait utilisé le jeu au sol et Jacobs énormément. Alors peut-être qu'il va y avoir, oui, justement une baisse de régime de son côté. Comme tu l'as dit, la sélection de Matthew Golden, ça indique peut-être qu'on aimerait passer davantage de ballon du côté des Packers. Alors justement, la recrue, là, Matthew Golden, un produit de l'Université Texas, un marchand de vitesse. Tu t'attends à quoi là, en termes de production pour ses propriétaires au niveau du fantasy football? Mon cœur commence à se réchauffer fantasy football pour Matthew Golden. Il est le receveur numéro 43, choix du 8e ronde en ce moment. Il connaît un excellent camp et surtout des receveurs autour de lui. Jaden Reed, aux dernières nouvelles, il avait encore un plâtre ou bref, il était encore sur les lignes de côté, il ne s'est pas entraîné du camp d'entraînement. Christian Watson, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir au jeu. On a Romeo Dobbs, qui avait des rumeurs même d'échange à l'endroit de Romeo Dobbs. Là.
dernièrement, dans Tavian Wicks. On a un groupe de receveurs quand même. On la force du nombre, comme on dit, mais je pense que Matthew Golden euh, peut ressortir du lot assez facilement. On disait qu'il était le receveur le plus rapide du dernier repêchage, mais est-ce qu'il est vraiment le receveur, est-ce qu'il peut être le receveur numéro un des Packers? On en a parlé. En termes fantasy football, j'ai bien hâte de voir comment on va l'utiliser, très sincèrement. Je ne pense pas qu'il a la carrure d'un receveur, comme je le disais, d'un receveur X, d'un Nico Collins, d'un Jamar Chase, là, des gros receveurs de passe. Est-ce qu'un receveur de cette stature-là peut être payant? On a vu Amon-Ra St. Brown quand même connaître du succès au niveau fantasy avec ce genre de gabarit-là, mais Amon-Ra St. Brown reçoit beaucoup de ballons dirigés vers lui. Est-ce que Matthew Golden va Ouais. avoir Il est autant robuste en plus, hein? en plus? Mais est-ce qu'il va avoir Ouais. une aussi grande charge de travail? Je pense qu'on va s'en remettre quand même à Josh Jacobs, malheureusement. Donc, j'ai hâte de voir. Mais oui, en huitième ronde, Matthew Golden, pour les poules de type dynastie, là, qu'on garde, c'est un excellent choix. Ou des poules de type keeper, il peut s'avérer un bon choix si vraiment. Mais je pense que va falloir vraiment voir l'attaque de nos yeux vus là, lors de la semaine numéro 1, à savoir si Matthew Golden peut être l'homme de la situation. Ouais, Monroe St. C'est un Brown, moi, peu je flou je dans ma tête. l'adore, là. Ah non, 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 ça avait du bon sens, ça avait du bon sens. Mais c'est ça, le gabarit similaire à Monroe St. Brown, mais St. Brown joue tellement avec beaucoup de détermination, puis un niveau de hargne quand même à la Mhm. position de receveur de passe, plutôt que c'est peut-être ça que je devrais utiliser plutôt que robustesse. Mais juste pour Monroe St. Brown, il est spécial. Mais en tout cas, on va voir si Matthew Golden pourra connaître une carrière similaire en termes de production.